Bienvenue sur ce live. Donc aujourd'hui on va parler du fetch. Alors on va aller un peu plus loin aussi, un peu plus large que fetch, un peu ce qui l'entoure aussi. Et du coup, comment faire pour en JavaScript réussir à appeler une API distante ou charger un fichier et l'utiliser. Alors, première chose à comprendre, c'est un peu le concept des promises. Alors normalement vous devez déjà être un petit peu familier avec ça, vous avez déjà dû voir. Hop, on va juste faire un petit rappel rapide. Hop, je vais créer un fichier JS, un fichier HTML, hop, avec tout ce qui va bien, et je vais charger le script. Expo.js. Hop, jusque là tout va bien. Donc la promise, l'idée, alors on peut faire new promise. L'idée c'est d'exécuter en fait du code comment dire, asynchrone. En fait en JavaScript, on a beaucoup de fonctionnalités qui sont asynchrones, c'est-à-dire qu'en fait l'exécution d'une instruction ou quelque chose comme ça va se lancer, mais la suite du code va continuer à s'exécuter pendant que cette instruction continue à s'exécuter. Et on pourrait prendre par exemple un setTimeout, qui est une fonction asynchrone, dans lequel on lui dit de faire quelque chose et on lui dit de le faire après un certain temps. Si par exemple ici je fais console.log 1, on peut y arriver ici. Et après le setTimeout, je fais un console.log 2. Et que j'exécute ça, vous allez voir qu'en fait, le 2 s'affiche avant et le 1 s'affiche après. Hop, je vais l'ouvrir avec un live server. Hop, je prends mon navigateur. Et là, quand je vais dans la console, j'ai le 2 qui s'affiche d'abord et le 1 qui s'affiche après. Donc c'est ça en fait le concept de l'asynchrone. On lance quelque chose qui va s'exécuter et le reste continue à s'exécuter en même temps. Donc ça est lancé, il doit attendre une seconde avant de faire ça, et du coup ça s'exécute avant. La promise, ça permet de gérer un peu ça. Alors c'est pour éviter le callback L, parce que là on n'a qu'un seul exemple, mais si on a plein de trucs imbriqués les uns dans les autres avec à chaque fois une fonction asynchrone, on peut vite être perdu dans qu'est-ce qui va s'exécuter à quel moment, dans quel ordre, etc. Et la promise, du coup, promise, ça permet de gérer ça. En lui disant de faire ça, et on peut faire un point zen après. Alors on va plutôt faire resolve. Hop. Et hop. Euh, Et là, en faisant ça, du coup, on va réussir à faire la fonction asynchrone, c'est-à-dire le setTimeout. Et quand ce sera terminé, à ce moment-là, on va faire le console log 1 et console log 2, qui vont donc cette fois-ci s'afficher dans le bon ordre. Hop, si je reprends ici, et là on a d'abord le 1 et ensuite le 2. Alors pourquoi je fais un petit rappel sur les promises? Tout simplement parce que fetch, ça retourne une promise. En fait, le fetch, il est basé sur un appel Ajax, appel Ajax qu'on peut faire avec XML HTTP request par exemple, mais c'est englobé dans une promise. Donc en fait, quand on fait un fetch, on lance quelque chose qui va s'exécuter de façon asynchrone et qui ne répondra quand il aura fini. Alors si on lance une requête vers une API, on aura la réponse quand le serveur qui gère l'API aura terminé. Si on charge un fichier, on aura la réponse quand le fichier aura fini d'être chargé, etc. Donc pour ça, on va utiliser le fetch. Alors on va commencer avec un fichier, ça sera plus simple. Je vais faire un nouveau fichier exemple.json. Hop. Hop. On va faire simple. Hop. Là, avec le fetch, du coup, je suis capable de charger ce fichier.
Il suffit tout simplement en fait de lui passer le nom du fichier pour qu'il le charge. Et vu que c'est une promise, on va utiliser du coup le point zen pour récupérer le résultat. Alors le point zen, on le voit ici justement, il y a le prototype qui est présenté. Il attend un paramètre qui est une value. Et la value, en fait, c'est la réponse de la requête qu'on a envoyée. Donc dans le cas d'un chargement de fichier, en fait, la value, ce sera le fichier qui a été chargé. Donc si on met par exemple ici file, alors on peut le nommer comme on veut, hein, c'est une fonction fléchée. Du coup, la value, c'est une variable qu'on nomme comme nous on a envie de nommer. Mais ce sera bien la réponse qui sera mise dedans. Et là, si je fais un console.log de file, du coup, il devrait charger le fichier, et quand le fichier a été chargé, il me l'affiche dans la console. Alors, vous allez voir que c'est pas exactement ça qui va se passer, mais presque. Hop, si je reprends mon navigateur, là, j'ai la réponse. Donc, on voit qu'on a bien dans la console la réponse qui a été affichée. Donc, on a bien la réponse du fetch. Mais si on déplie, c'est pas vraiment le contenu du fichier qui nous est affiché, c'est la réponse de la requête. Et du coup, bah, la réponse, elle contient l'URL qui a été appelée, le statut, le code, etc. Plein d'informations. Et on a un body. Le body, ça c'est le contenu en lui-même qui a été récupéré dans la requête. Et là actuellement c'est un readable stream. Donc en gros c'est un flux qui est lisible. Tout simplement parce que quand on charge un fichier, il le charge, alors je vais dire en binaire mais c'est un peu, c'est pas vraiment ça. Mais en gros il le charge en langage informatique, c'est-à-dire qu'il charge les données telles qu'elles sont enregistrées. Mais il ne nous les retranscrit pas dans une façon dont on peut les exploiter. C'est simplement un flux de données qui correspond aux données qui sont dans le fichier. Pour ça, il faut utiliser quelque chose qui nous permet de transformer du coup ce contenu. Et c'est dans le fetch, il y a une fonction qui est intégrée qui s'appelle JSON. Donc si on fait file.json, en fait ça va traiter ce contenu de fichier comme si c'était un JSON et ça va essayer de nous retourner du coup une variable JavaScript qui contient les données du JSON. Et dans ce cas-là, on peut faire un deuxième point zen parce que ça aussi c'est une fonction asynchrone et du coup ça va se lancer et il faut attendre que ce soit terminé. Donc le deuxième point zen va permettre d'enchaîner quand le traitement du fichier est terminé. Et là, du coup, on va voir data, les données. Alors, je l'appelle data, mais on peut l'appeler autrement, toujours, hein, pareil. On va faire un console.log de data. Et cette fois-ci, hop, je l'ai ouvert plusieurs fois. Hop. Cette fois-ci, si on va dans la console, on a object et on a les données qui viennent du fichier JSON. Alors j'ai mis JSON parce que mon fichier il est au format JSON. Il y a d'autres formats qui existent, hein. Il y a le format XML, il y a le format YML, etc. Il y a des fonctions associées qui peuvent exister en fait, ou qu'on peut développer en tout cas. Faut utiliser la méthode qui est appropriée par rapport au type de contenu qu'on veut lire. Là j'ai utilisé JSON parce que c'était un JSON, mais ça ne sera pas toujours un JSON. Donc bien utiliser ici la méthode qui va permettre de traiter le flux du fichier selon le format du fichier. Donc ça c'est la méthode pour charger un fichier. On aura l'occasion peut-être d'y revenir un petit peu après, parce que je vais vous montrer d'autres choses aussi, mais on va passer au chargement, enfin pas au chargement, mais à l'appel d'une API. Alors j'ai choisi d'utiliser le Open Weather Map, c'est un site qui propose une API de météo qui est gratuit. Alors il faut juste s'inscrire pour avoir une clé, et une fois qu'on a la clé, on peut lancer des requêtes à volonté pour tester leur API et récupérer des données. Donc j'ai la clé, hop, je l'ai ici. Alors c'est ma clé, vous évitez de l'utiliser parce que c'est la clé qui est associée à mon compte. Surtout que c'est une API gratuite, vous pouvez très facilement vous créer un compte pour avoir votre propre clé gratuitement. La première chose à faire déjà, c'est se renseigner un petit peu sur l'API en elle-même, qu'est-ce qu'elle propose. Alors là, c'est l'API Weather. Alors elle est payante si on fait plus de 1 million d'appels par mois. 1 million d'appels, ça vous laisse quand même un peu de marge, comme je vous disais, en version gratuite. Vous êtes plutôt large. Alors normalement il doit y avoir une documentation quelque part. L'idée c'est d'essayer de trouver cette documentation API. Current Weather Data, API Doc. Voilà. Et là du coup on a l'API de la documentation. Cette API, elle nous précise, enfin cette documentation, elle nous précise justement comment appeler l'API. Quelles informations il faut lui passer
pour obtenir un certain retour ou un autre. Donc là, alors c'est pas toujours facile à lire la documentation d'API, mais il faut essayer de s'y faire parce que c'est important. Là par exemple, on voit un exemple de call API où on demande le temps pour a priori la ville de Londres en lui passant la clé d'API. On va essayer d'appeler ça. Je vais récupérer ma clé en même temps. Hop. Du coup, ça je vais le mettre en commentaire pour le moment, on y reviendra probablement après. On va faire un fetch. Et de la même façon, on va passer l'URL qu'on veut appeler. Alors juste, l'URL, il faut lui passer bien la clé d'API. Donc la clé d'API qui se trouve ici. Hop. Et on va pouvoir, de la même façon, du coup, faire un zen avec les données. Hop. Et si on regarde un petit peu l'exécution, alors, j'ai ouvert un peu trop d'onglets, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Fail to load resource, the service response with status of 404 not found. Alors, j'ai dû oublier quelque chose. Je vais retourner voir hop, la documentation. On a pourtant l'air bon. Mhm. Donc, il précise bien ça. Pourquoi je n'arrive pas à l'exécuter? Hum. Alors, quand vous avez des soucis avec un fetch, n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet Network. Quand vous allez dans l'onglet Network, vous allez voir les requêtes qui passent. En fait, un fetch, c'est une requête HTTP. Et tout ce qui est requête HTTP, on le voit dans le network. Donc là, la requête est ici. Et il me dit qu'il n'arrive pas à récupérer. Alors, cannot get. Donc ça, c'est bien le serveur qui m'a répondu. Donc a priori, le serveur, j'arrive à le contacter. Par contre, la demande, il n'arrive pas à la comprendre. Donc est-ce que j'ai fait une erreur? Probablement. C'est peut-être qu'il faut passer les données autrement. Alors, API call. Hop, hop, by city ID, peu importe. Alors, je vais essayer de rajouter le HTTP, mais à mon avis, ça ne changera pas grand-chose. Et ben si. Là, cette fois-ci, je vois que ma requête, elle est en statut 200. Et du coup, j'ai bien ma réponse avec les informations qui ont été transmises. Et dans le preview, du coup, c'est la réponse en elle-même, dans lequel on a les informations qui sont un peu mises en forme pour pouvoir être exploitées. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui est répondu par cette API. Et si je vais dans la console, on voit que j'ai, encore une fois, ma réponse. De même, le serveur retourne des données au format JSON. Il faut traiter ces données pour pouvoir les exploiter. Donc, on va refaire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, hop, cette fois-ci, vu que c'est une API, je vais l'appeler Resolute plutôt que File. Hop. Et si je retourne sur mon API cette fois-ci, du coup, j'ai bien mes données qui apparaissent dans la console. Donc là, je suis capable d'exploiter ces données. Ce que je vais faire, c'est déjà changer un petit peu. London. Bon, j'habite à Lille. Je vais regarder la météo de Lille, ça m'intéresse déjà plus. Donc là, si je regarde un peu les données, je vois pas mal de choses. Clouds 75, à mon avis, c'est les nuages. Ça doit sûrement être documenté aussi, ça, tout ça, j'imagine. Alors, le type de réponse. Alors, on a quoi? Bah, je vois pas cloud déjà. Si, là. Cloudliness. Bah, je ne sais pas ce que ça veut dire. Google Traduction est mon ami. Nébulosité. Donc, en gros, ça doit être le risque qu'il y ait des nuages. À mon avis, ça doit être en pourcentage. Si je reviens. Clouds, il était où? Là, en pourcentage, c'est bien ça. Donc, en gros,
là j'ai 75% de chance d'avoir des nuages à Lille. Ensuite j'ai les coordonnées, donc ça c'est les coordonnées de la position que j'ai choisie. Ça, DT, ID, ID c'est la ID de la ville, DT je sais pas ce que c'est. Je vais regarder. DT, Time of Data Calculation. Donc c'est l'heure, enfin la microseconde précise à laquelle il a calculé tout ça. Donc en gros il nous dit voilà les données météo à telle date. Alors c'est en entier, c'est parce que c'est un timestamp, c'est un concept qu'on utilise de moins en moins en développement web, mais ça a été très utilisé à une époque. Le concept du timestamp en fait, c'est de partir du 1er janvier 1970 et après on compte toutes les secondes. Donc en gros, à 100 en timestamp, on est au 1er janvier 1970 à 1 minute et 40 secondes. Donc 100, 60 plus 40. Et du coup, bah, les secondes sont comptées comme ça depuis le 1er janvier 1970. Et ça, bah, c'est la date actuelle en timestamp depuis le 1er janvier 1970. Ensuite, on a le main. Dedans, on a quoi? On a la température min, température max, température, taux d'humidité, la pression atmosphérique, et feels like, c'est la température ressentie. Alors, je sais pas en quelle unité c'est exprimé. Hop. Ça doit être ici quelque part. Wind, main temp, température, défaut Kelvin. Donc c'est en degrés Kelvin. A priori, il y a moyen aussi de préciser une autre unité pour avoir des Celsius ou des Fahrenheit, par exemple. Et on va regarder un petit peu ça, justement. Alors, comment obtenir différentes données? Alors, Current Weather Data, hop. Celsius. Paramètres, units of measurement. Donc il faut lui préciser units métriques dans l'URL. Donc c'est ce qui est précisé ici en fait, hein. Il dit il y a un paramètre qui s'appelle units qui est optionnel, donc on n'est pas obligé de le mettre dans l'appel d'API, mais on peut. Et les valeurs, ça va être standard, métrique ou impérial. Par défaut, on est sur standard, et standard du coup c'est les degrés Kelvin. Donc nous on va passer sur métrique. Donc on va rajouter ici end unit égale métrique. Là, si je reprends mon appel cette fois-ci, l'API me répond bien en degrés Celsius. Donc il fait pas très chaud à Lille comme vous pouvez le remarquer. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme données? On a le 6. Ok. Weather. Donc ça va plus être des informations textuelles sur Broken Clouds. Ça va être. On a des nuages principalement. On propose même une icône d'ailleurs pour afficher les nuages. Et ensuite, on a Wind. Ça, c'est le vent. On a la vitesse. Gust, je sais pas ce que c'est. Degré, c'est l'orientation du vent. Donc on voit quand même qu'on a beaucoup d'informations qui nous sont fournies, qu'on peut traiter pour en faire plein de choses. Le reste, c'est de faire de la manipulation du DOM. Alors je pourrais le faire, je vais faire un exemple très rapide. Alors je rajoute des accolades ici, je précise, c'est le concept des fonctions fléchées en fait. Si vous ne mettez pas d'accolade, en fait, l'expression qui est juste après est retournée. Si je reviens comme j'étais ici, par exemple là on fait un return de console log data. Si je rajoute des accolades pour faire la même chose, il faut que je rajoute le return. Comme ça. Alors pourquoi on fait avec des accolades? Bah, tout simplement que sans accolade, on a une seule ligne d'instruction possible. Avec des accolades, on peut mettre plusieurs instructions les unes après les autres. Donc là, cette fois-ci, si je veux traiter les données, je vais écrire par exemple il fait data.temp. Alors je me rappelle plus. Je vais faire un document query selector body inner HTML. Et je vais faire une petite interpolation. Hop. Hop.
Donc on avait dit température. On a main.temp. Data.main.temp. Hop. Degrés Celsius à Lille actuellement. Hop. Déjà ça devrait nous afficher quelque chose. On va aller voir un petit peu la page. Hop. Il n'a pas l'air de vouloir. Document query selector is not a function. Ah, il n'a pas voulu le query selector. Je vais faire une div, ce sera plus simple. La div id égale weather. Weather. Toujours pas. Ça c'était étonnant. Je vais aller débugger rapidement, voir ce qui se passe. Au niveau des sources, ici. Hop. Il ne veut pas débugger. Alors, le query selector. Il me le trouve bien. Ah oui, c'est moi qui fais des bêtises. C'est pointer HTML égal. C'est sûr que ça allait pas marcher. Hop, j'enlève les points d'arrêt. Je relance. Et il m'affiche bien, du coup, il fait 5,5 degrés à Lille actuellement. Je peux voir aussi pour afficher éventuellement l'icône. Alors, je sais pas s'il y a besoin d'avoir un CSS particulier. L'icône, où est-ce qu'elle était déjà? Hop, Cloud Main. Weather, je crois. Ouais, c'est ça, icône. Weather.icon. Alors, data.weather.icon. On va voir ce que ça donne. Undefined. J'ai dû faire une faute. À 0. Donc data.weather 0.icon. 0,4D. Donc il doit falloir quelque chose de particulier pour l'afficher. Peut-être un $. Hop. Non. Bon, il doit falloir un truc particulier pour l'afficher. Je chercherai ça après à la limite. C'est pas le plus urgent. On doit pouvoir aussi le passer dans une autre langue. Alors, je vais vérifier parce qu'il me dit que normalement ça retourne dans la langue. C'est pas le cas. De la ville qui est. Enfin, du pays. Donc il devrait me retourner en fait les informations en français, mais il ne le fait pas. Il doit y avoir un moyen pour passer les informations en français. Language, more language, ok. Donc c'est un paramètre additionnel en plus. And lang égale fr. Si je retente cette fois-ci. Voilà, donc là j'ai la météo qui est bien en français avec description couvert. Voilà. Je ne vais pas aller nécessairement beaucoup plus loin sur cette API. L'idée c'était de voir qu'à chaque fois régulièrement on va avoir de la documentation sur les API. Il faut apprendre à lire cette documentation pour comprendre comment elle fonctionne et du coup adapter l'appel qu'on va faire. Par contre sur le fetch, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. C'est le concept de l'asynchrone justement, mais différent. En fait, on peut faire de l'asynchrone avec les promises, donc en utilisant le point zen, etc. Et normalement, on met toujours un point catch aussi dans le cas où il y a une erreur, où le fichier n'existerait pas, ou l'API ne répond pas. Mais bon. Il y a aussi un autre moyen en fait d'utiliser les promises, c'est avec les mots-clés A5 et await. Alors le truc, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on lance une fonction asynchrone, le code qui est en dessous s'exécute. Et quand la fonction asynchrone est finie, le zen s'exécute. Mais en fait, avec le A5 et await,
on peut bloquer l'exécution d'une fonction asynchrone et attendre qu'elle soit terminée avant de passer à l'exécution du code suivant. Le truc, c'est qu'il faut obligatoirement pour ça être dans une fonction asynchrone elle-même. Donc il faut définir une fonction asynchrone. Donc c'est ce qu'on va faire justement avec le mot-clé async. Show weather par exemple. Et ici, on peut donc faire un let result égal. Je vais reprendre mon fetch. Et je vais rajouter un await ici devant. Le await va donc lui dire lance le fetch et attends qu'il soit terminé avant de passer à la suite du code. On peut donc dans ce cas-là faire un let data égale result. Alors, result.json. Il faut toujours de toute façon traiter les données en JSON pour pouvoir les manipuler. Et sauf que ce traitement, lui aussi, il est en asynchrone, donc on va aussi mettre un await ici dessus, pour ensuite faire cette ligne-là. Hop. Si je mets cette portion de code en commentaire, et qu'à la place je mets ça, et je vais appeler la fonction quand même, sinon ça va jamais se déclencher. Hop. Là, je retourne sur mon site. Ça s'affiche toujours aussi bien. Le code s'exécute bien en fait. Hop. Au niveau des sources, voilà. Donc le code s'exécute bien et à chaque fois on attend bien en fait que le code soit exécuté pour passer à la suite. Je peux essayer de vous prouver ça avec un console.log 1 ici. Ou je vais plutôt mettre un point de debug, ce sera plus simple. Hop. Donc ici, si je mets un point d'arrêt ici, je vais aller dans le network et on va voir la requête passer. Et on va voir que le point d'arrêt se déclenche en fait après que la requête est déjà finie. Bon, on n'a pas eu vraiment eu le temps de le voir. Mais quand on arrive ici, la requête a déjà bien fini de s'exécuter. Si j'enlève les await, normalement, elle ne devrait pas avoir fini de s'exécuter au moment où je passe dans le point d'arrêt. Voilà, là elle est encore en pending cette fois-ci, la requête. Vu que j'ai enlevé le await, elle se lance de façon asynchrone, mais le code continue à s'exécuter. Voilà, du coup c'est deux façons d'utiliser le fetch. Alors là on est sur des utilisations simples parce qu'on était sur de l'API GET. Il y a d'autres API Enfin, on peut utiliser d'autres méthodes d'API. Pour rappel, en HTTP, les quatre principales qu'on utilise le plus, ça va être le GET, le POST, le PUT et le DELETE. Pour tout ce qui est GET et DELETE, c'est relativement simple parce qu'au final, on utilise juste une URL. Par contre, quand on va commencer à utiliser des POST ou des PUT, là, on a un body à passer. Du coup, il y a un paramètre dans fetch. Si on regarde le fetch, en fait, on voit qu'il y a deux paramètres à lui passer. Il y a un request info. Ça, donc, ce sont l'URL, les informations de la requête qu'on veut envoyer. Et après, il y a un request init. Et ça, en fait, ça va être en gros un tableau d'options dans lequel on va lui préciser la façon dont il doit faire la requête, quelles sont les informations complémentaires à la requête, etc. Alors, j'ai pas d'API POST tout de suite à tester, mais pour vous montrer un petit peu, en fait, ça va se définir de cette façon-là. Donc, on définit notre URL à appeler ici. Et ici, on a un tableau dans lequel on peut préciser plein de choses. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être précisés dans ce tableau. Tous ces paramètres, en fait, ont des valeurs par défaut. Par exemple, on a le paramètre méthode qui, par défaut, a la valeur get. C'est-à-dire que si on ne le précise pas ici, il va être à get. Si on le précise, par contre, on va pouvoir préciser autre chose, comme par exemple mettre post pour dire attention, ici je veux exécuter une requête post. Il y a d'autres choses qu'on peut préciser aussi ici, comme par exemple un body. Le body, ça va être le corps de la requête, ça veut dire les informations qu'on va envoyer avec une requête post ou put. Ça va permettre du coup d'envoyer des informations complémentaires dans cette requête. Et il y a un troisième truc qu'on utilise beaucoup aussi, ce sont les headers. Donc ça, ce sont les en-têtes de la requête. Ça permet de préciser des informations complémentaires sur beaucoup de choses aussi, encore plus que ce qu'on peut mettre en option. Généralement, on va s'en servir régulièrement pour préciser par exemple le type de données qu'on envoie ou le type de données qu'on est censé recevoir, etc. Parce que dans le body, on peut envoyer beaucoup de choses. On peut envoyer une chaîne de caractères, on peut envoyer des données au format JSON, au format XML, dans d'autres formats, on peut envoyer des streams, plein de choses différentes. Et les headers, du coup, vont nous permettre de préciser, par exemple, entre autres, un content
type application slash JSON. Donc cette en-tête là, ce headers là, il permet de préciser que les données qui ont été envoyées dans le body ici sont au format JSON et doivent être traitées comme du JSON par le serveur.